Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il voulait réconcilier les mémoires. C'est aussi le sens de la commission confiée à Benjamin Stora. Est-ce que c'est ce chemin-là qui est en train d'être pris? Vous vous dites quoi, vous, depuis quelques jours, en voyant cette crise diplomatique, ces mots échangés de part et d'autre? En fait, je me dis que, curieusement, ça pourrait paraître contre-intuitif, mais je me dis que ces questions-là, plus je vois comment elles avancent, plus je me dis que c'est pas le rôle de l'État et c'est pas le rôle des gouvernements en fait de s'en occuper, au sens où je ne leur fais absolument pas confiance pour s'en emparer. Parce qu'un État, c'est une structure, c'est une institution qui a d'autres intérêts à défendre que la coexistence des mémoires. Et que chaque phrase qui est avancée, que ce soit la colonisation a été un crime contre l'humanité il y a quelques années, ou ensuite il n'y aura pas d'excuses, etc., chaque phrase qui est avancée, elle est avancée dans un autre contexte que celui de cette cohabitation des mémoires. Et du coup, j'ai un peu l'impression que chaque fois, c'est une insulte. En fait, chaque fois pour moi, il y a un cynisme absolu de la part des paroles d'État sur des situations qui, elles, sont des situations qui peuvent être des situations de souffrance, d'exil, de pauvreté, de maintien dans une précarité, dans un exil linguistique parfois. Et que, voilà, que l'État vienne accuser ou qu'il vienne au contraire dire pardon, je le trouve toujours pas à sa place, je le trouve toujours en train de faire autre chose que ce qu'il prétend faire. Et parfois, j'ai envie qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Mais en plus, il y a ça, Kautar Archi et Joseph Andras avaient signé un beau texte sur la question il y a quelques temps, je n'ai plus exactement souvenir de quand c'était sorti, mais ils disaient tous les deux que justement, en fait, dans le dos des États, les peuples franco-algériens avaient déjà commencé à tisser leur mémoire, à les mêler, et que je crois que la phrase, la citation finale était « Dans le dos des États, les deux peuples se regardent dans les yeux ». Et ça, en effet, on le voit dans l'art, même dans les relations personnelles, amicales, de part et d'autre de la Méditerranée, que finalement, les gens, les groupes, les familles sont beaucoup plus avancés que l'État. L'État est tout le temps en retard, de toute façon, sur ces questions-là. La reconnaissance de la mort d'Odin est bien la preuve que l'État est hyper à la bourre. L'État court derrière les travaux des historiens qui sont sortis depuis des décennies. Donc en fait, je préfère me boucher les oreilles. Quand Macron fait des déclarations, ça fait quelques années que je préfère me boucher les oreilles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on aurait là affaire à des blessures irréconciliables, en grande partie irréconciliables? On peut poser la question autrement, c'est-à-dire est-ce qu'une société est faite pour être formée de groupes sociaux qui tous se reconnaissent, s'admirent, se respectent, et je crois pas que ce soit le cas. On peut dire oui, il y a des problèmes de mémoire conflictuels entre les pieds noirs et ou les descendants de pieds noirs et les descendants du FLN. On peut dire aussi que, en fait, je sais pas, que la plupart des gens qui sont pas fonctionnaires pensent que tous les fonctionnaires sont des feignants et refusent de croire qu'un boulot de fonctionnaire... En fait, il y a des sous-groupes sociaux tout le temps qui partagent des visions des autres groupes qui sont conflictuels. Je crois pas qu'on puisse du tout régler un jour la question de la guerre d'Algérie en mettant sur la table une version qui va rendre tout le monde d'accord. D'abord parce que l'histoire n'a pas cette fonction-là, et que les mémoires, elles ont aussi... elles ont des fonctions, des buts différents selon les différents groupes qui les pratiquent, des fonctions un peu rituelles. Enfin, parfois, on aime bien en fait se raconter les mêmes histoires, se bercer de ces refrains connus, même si c'est pas tout à fait la vérité. Ce qui est rassurant, c'est le refrain. Beaucoup plus que ce qu'il raconte d'une situation. Parfois, la mémoire d'un groupe, elle sert aussi à creuser sans cesse l'antagonisme avec l'autre groupe, parfois. Et du coup, voilà. Bien sûr qu'il y a encore des blessures chez les individus ou les groupes que la guerre d'Algérie a affectés profondément, et ils sont très nombreux et très divers. Mais en fait, voilà, je ne crois pas qu'il faut qu'on se dise
ce sera réglé le jour où les différentes mémoires vont réussir à coexister, les différents récits vont réussir à s'entendre et où tout le monde vivra dans une parfaite harmonie. Et en tout cas, l'histoire ou les rapports de Benjamin Stora ne peuvent pas arriver à ça. Et ce ne sera pas réglé entre gouvernements à vous écouter non plus? Moi, je n'y crois pas. En plus, parce qu'il y a le problème aussi de ces paroles étatiques, c'est tout le temps cette même verticalité de la parole, c'est-à-dire c'est la parole du haut qui dit aux petites gens « je te reconnais » ou alors « je te reconnais pas ». Et en fait, cette situation, pour l'avoir étudiée dans le cas des anciens harkis et de leurs descendants quand j'écrivais L'Art de perdre, c'est une situation qui est là depuis le début. C'est-à-dire c'est des partis politiques ou des chefs militaires ou des élus qui viennent à un moment donné dire « vas-y, je te donne la parole, tu peux parler ». Et puis après arrivent les limites. Tu peux parler, mais tu diras par contre que si tu as été un supplétif, c'est à cause de ton amour sans faille pour la France. Tu peux parler, mais si tu dis, etc. Et donc, en fait, voilà, cette verticalité de la circulation, encore une fois, elle sert un but. Et ce but-là, c'est jamais le but des gens en bas qui ont dit « si, maintenant tu peux parler ». C'est toujours le but de ceux qui, en haut, se disent « tiens, à 6 mois d'un vote » ou « tiens, pour énerver cette autre communauté » ou « tiens, je vais m'allier les suffrages de ces gens-là ». Et donc, voilà, et donc ce cynisme, à chaque fois, me blesse. Est-ce que ce cynisme, vous le voyez à l'œuvre, ce cynisme dont vous le parlez, vous le voyez à l'œuvre aussi, vous avez justement parlé des harkis. Le 20 septembre, Emmanuel Macron a demandé, je cite, « pardon » à ceux qu'on appelle les harkis, et vous montrez bien dans votre livre comment c'est aussi une notion compliquée, aux combattants abandonnés à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon, nous n'oublierons pas. Et il a ensuite parlé de réparation. Vous en avez pensé quoi? En fait, je voudrais pas être trop dure parce que là, j'essaie d'imaginer qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ma situation et pour qui ces paroles importent et pour qui la possibilité de réparation concrète importe aussi beaucoup plus. Parce que la situation des anciens harkis et de leurs familles dans les camps, c'est aussi des situations de détournement, de financement, de subventions, d'aide et tout ça qui n'ont jamais été reçues. C'est des affaires qui traînent depuis très longtemps et une sorte d'injustice qui s'ajoute à l'injustice. Et c'est vrai qu'il y a là une situation qui doit pouvoir bénéficier d'un engagement supplémentaire de l'État. Donc je ne veux pas être trop dure. Après, c'est quelque chose qui était extrêmement compliqué pour moi à entendre aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure que l'État, il est tout le temps en retard, on est en 2021. C'est un peu facile, en fait, maintenant, de dire oui, pardon, finalement, après que des décennies aient vraiment perpétué un état d'abandon, en fait, de ces populations. D'abandon. Oui, enfin les notes. Non, c'est même pas juste d'abandon, parce que l'abandon, à la limite, l'abandon peut être excusé par la paresse, d'une certaine manière. Mais les notes ministérielles, elles montrent qu'en fait, c'est pas uniquement on les laisse dans un coin et puis voilà. Non, on divise aussi ces familles qu'on a fait venir, de peur que, justement, entre amis, entre parents, il y ait des forces d'organisation qui soient trop grandes, qui dépassent celles de la structure dans laquelle on les a parqués. Donc, il y a une entreprise politique d'affaiblissement. C'est même pas juste de l'abandon, au sens où on leur dit, écoutez, prenez un terrain, puis foutez-nous la paix, quoi. Et en fait, ces paroles-là, 60 ans après, elles sont rendues insupportables pour moi par ce qui est en train de se passer en Afghanistan, où l'État français reproduit des abandons, en sachant très bien, en fait, depuis des années, ce que ça veut dire pour ceux qui ont travaillé avec l'armée française ou qui sont vus comme ayant travaillé avec l'armée française ou avec les médias français et internationaux, etc. Et que laisser ces gens derrière, ces hommes, ces femmes et ces enfants, c'est les condamner.
On ne sait pas exactement à quoi, bien sûr, mais c'est les condamner. Et donc au moment où, où on a un président qui aborde cette question en parlant de flux migratoires, le fait de dire « mais par contre, pour ce qu'on a fait il y a 60 ans, pardon », je me dis « mais je m'en fous ». En fait, concrètement, je m'en fous, quoi. Pour le coup, je porte pas la mémoire de mon groupe. Je la placerai pas devant les intérêts des groupes autres, mais qui sont aujourd'hui en danger. Donc, il y a quelque chose que je trouve, impossible à entendre dans ce pardon qui arrive 60 ans après. Et c'est un peu la même chose. Enfin, j'ai toujours cette peur-là. Je l'avais aussi au moment où je publiais L'Art de perdre et où j'avais les retours des lecteurs et des lectrices. Le fait qu'on vienne me dire oh, « mais je savais pas cette histoire des camps, c'est absolument incroyable, c'est impensable, quelle honte !» Et je me disais « est-ce que vous voyez qu'elle est en fait ?» parce que 60 ans après, oui, quand quelqu'un apporte un roman de 500 pages qui est fait pour toucher, qui est fait pour vous faire traverser cette expérience-là, eh ben, vous pouvez vous dire c'est une honte, et en plus, c'est pas vous, quoi. C'est pas vous, c'est De Gaulle. Donc vous n'avez pas à vous poser la question de ce que vous pourriez faire pour ces harkis, entre guillemets, qui sont arrivés dans les camps. Alors qu'aujourd'hui, la question, elle est différente. Et voilà, et les 60 ans de retard rendent la chose plus facile à porter. Et donc parfois, je me dis, en revenant sur les violences passées et en présentant des excuses pour les violences passées et tout ça, on se dédouane aussi bien de regarder ce qui est en train d'arriver au présent et qui est beaucoup plus difficile à accepter. Il y a la question des harkis, encore une fois, dont vous dites dans le livre que c'est une histoire compliquée. Votre narratrice, elle découvre, quand elle fait ses recherches, elle découvre d'abord que c'est souvent une injure, qui sont traités soit comme des traîtres, soit comme des supplétifs, du coup qu'on aimait bien, mais c'est plutôt dans le camp de l'extrême droite qu'on les traite de cette façon-là. Est-ce que le fait qu'on en parle plus, que des réparations soient évoquées, c'est un pas quand même vers quelque chose qui est une forme de... Est-ce que cette réparation, elle est possible ? Je sais pas en fait. Je sais pas quelle réparation serait possible. Quelle forme elle devrait prendre. Et je suis pas experte en la matière. Après, il y a aussi cette chose très étrange qui est que c'est vraiment le phénomène des camps qui a créé le groupe des harkis. Parce que sinon, les gens qu'on a accepté de rapatrier ou qui ont réussi par leurs propres moyens à fuir en France, c'est parfois des groupes qui n'avaient rien en commun. Et donc, en fait, à part cette traversée des camps, je sais pas bien quelle a été exactement. Enfin oui, les traiter comme groupe et dire on va réparer quelque chose pour ce groupe. Alors ça veut dire réparer l'expérience des camps, qui est peut-être la seule ou en tout cas la chose majeure que tous ces groupes ont en commun. Et comment est-ce qu'on répare une expérience d'enfermement? De privation de liberté, de mépris, de limitation dans l'accès à l'enseignement, etc. J'ai aucune idée de la forme que ça pourrait prendre. Donc oui, je suis assez perplexe. J'ai refusé tous les groupes de travail que me proposaient les divers ministères sur cette question, parce que je considère que c'est pas mon travail. Moi, je suis écrivaine, donc c'est ça que je veux faire. On commémore aussi les 60 ans du 17 octobre 61, c'est l'autre massacre des Algériens et Algériennes avec Charonne, un an plus tard, d'ailleurs on confond souvent les deux, un peu facilement, par facilité. Un massacre en plein Paris, j'ai dit, qui a presque disparu des mémoires. Pour l'instant, aux yeux de l'État français, c'est, je cite, une répression sanglante de la part de François Hollande et une répression violente pour Emmanuel Macron. Reconnaître un crime d'État, ce serait la moindre des choses ? J'ai du mal à voir comment ça pourrait arriver. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce gouvernement, comme le précédent, il se débat terriblement avec la question des violences policières.
Et il est accroché à cette idée qu'il doit montrer un soutien à sa police pour éviter de se faire lâcher par les policiers. Et du coup, je vois mal comment aujourd'hui Emmanuel Macron ou son ministre de l'Intérieur pourrait reconnaître là un crime d'État, pourrait, je ne sais pas, citer les travaux de Mathieu Rigouste sur la manière dont la police française est dans les colonies et dans la manière de traiter les populations des colonies en métropole a construit vraiment un système à deux vitesses, un système raciste et un système de violence policière qui perdure aujourd'hui dans ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, mais qui sont juste en fait du harcèlement raciste de jeunes hommes racisés, qui s'est construit en Algérie et aussi avec les populations algériennes en France et notamment à la Goutte d'Or. Et j'ai pas l'impression que c'est dans l'air du temps pour le gouvernement Macron de tenir cette parole. Donc encore une fois, j'en espère peu. Ce serait faire un lien, finalement, la reconnaissance du crime d'État, ce serait établir un lien clair et direct avec le présent, d'une certaine façon. Mais disons que peut-être que c'est ce que moi j'espère. Je me dis que s'il y a une reconnaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre, alors je veux que cette reconnaissance, elle s'étende jusqu'à aujourd'hui. Parce que, c'est ce que je vous disais, parce que je trouve ça trop facile de regarder ce qui s'est passé 60 ans plus tard et de se dédouaner de ce qui arrive. Ce serait une sorte de rente mémorielle, comme celle dont Macron peut accuser le gouvernement algérien, mais de forme tout à fait différente. C'est tout à coup de se dire... je porte sur moi d'avoir apaisé les mémoires, d'avoir appelé un chat. Oui, mais quand le chat il est mort depuis 60 ans, on s'en fout. Donc oui, ce que je voudrais voir, c'est ce lien. C'est la reconnaissance d'une histoire des violences. En 2017, la précédente campagne présidentielle, la colonisation était déjà au cœur de la campagne. Emmanuel Macron, François Fillon, il y avait tout un discours, un dialogue et parfois des meetings où tout ça a été très mal pris. Cette fois, on a un pas de plus, avec carrément plusieurs candidats d'extrême droite, candidats potentiels ou pas, etc. On ne va même pas prononcer leur nom là, mais qui carrément en vantent les bienfaits d'une certaine façon. Est-ce qu'on ne recule pas d'une certaine façon par rapport même au débat de 2017 ? Est-ce que dans cette présidentielle-là qui s'ouvre, avec toutes les incertitudes de cette présidentielle, on n'a pas une forme de régression dans la façon dont collectivement on prend en charge cette discussion sur la colonisation ? Mais ça fait un peu plus longtemps, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire, je ne suis pas une spécialiste de la vie politique française, donc peut-être que je schématise à trop grands traits, mais je veux dire, la droite française, moi j'avais... je sais pas, j'avais cette impression que ce qu'on appelle aujourd'hui les républicains étaient dans une tradition gaulliste contre l'extrême droite qui était plus dans la filiation de l'OAS, et que la tradition gaulliste, ça voulait aussi dire accepter que l'Algérie était devenue indépendante. Et cette nostalgie, nostalgie, à la limite, je peux comprendre, quoi. Je peux complètement comprendre que les pieds noirs qui ont fait toute leur vie dans un pays partent en ayant au cœur le manque et la douleur d'avoir laissé ce pays derrière. Le problème, c'est la nostalgie française. C'est de vouloir qu'elle reste un vague département de la grande métropole. Mais du coup, quand cette droite-là, supposément gaulliste, a commencé à porter des projets sur la reconnaissance des bienfaits de la colonisation, là déjà, je me suis dit, en fait, il y a une sorte de dérapage, quoi, dérapage peut avoir l'air involontaire, mais on parle de dérapage contrôlé qui est en train de se faire et qui fait que du coup le discours sur l'empire colonial, l'ancien empire colonial, il devient le même à droite et à l'extrême droite. Il n'y a plus cette frontière et ça j'ai l'impression que voilà, d'année en année ça empire.
que par exemple tout ce discours de on n'a pas d'excuses à présenter, la France ne présentera pas ses excuses pour son passé colonial. Il a suffi que cette phrase elle arrive une fois et tout à coup tout le monde la reprend et ça semble être maintenant devenu une valeur républicaine en soi. Et je vois pas ce qu'il y a de si honteux à s'excuser en fait pour avoir conquis et exploité pendant un siècle et demi des territoires. Je vois pas en quoi c'est une violence en fait de demander à un gouvernement de s'excuser de ça. On pourrait même s'excuser tous les matins en fait et ce serait pas en trop. Donc je comprends pas du tout cette frénésie là. Et clairement oui, clairement c'est de pire en pire. Le fait, et évidemment c'est très agaçant parce que j'ai pas envie de nommer les gens et de leur faire de la publicité, mais le fait que certains chroniqueurs / candidats puissent aller défendre la mémoire de Bugeaud sur les plateaux de télé en oubliant que c'était un homme qui tuait en fait les populations indigènes en les enfumant, qui a déployé des méthodes qui ne sont pas des méthodes de combat, en fait, qui sont des méthodes d'extermination des nuisibles, et que son nom puisse revenir comme ça, et sans que ce nom ne laisse un goût de cendre et de bile dans la bouche, que ce nom il puisse être prononcé comme si c'était des trompettes de cuivre, ça me rend absolument dingue. Rien que pour ça, on devrait s'excuser tous les matins, en fait. Donc... Et évidemment, j'ai très très peur de ce que vont donner les débats sur ces questions aujourd'hui, parce qu'en plus, comme maintenant, on a créé cette sorte de faux ennemi qu'est le wokisme ou la cancel culture, ça donne de nouvelles raisons d'aller défendre une sorte de mémoire de la France éternelle qui aurait conquis pour civiliser. Bon, ce qui est un récit qui n'est pas nouveau, mais ce qui est marrant, c'est que nous, on continue à porter... nos gouvernants continuent à porter ce récit-là, à pas le remettre en doute, à pas se dire qu'en fait c'est un mythe, c'est une fiction qui n'a pour fonction que de rassurer tout le monde en disant justement Gérard, tu n'auras pas à t'excuser, tout va bien, et Michel, tu n'as pas à te sentir honteux d'avoir passé les plus belles années de ta vie en Algérie, ça n'est pas grave. On continue à avancer avec ce mythe-là, mais par contre, on a un président qui se permet de montrer du doigt le mythe de la nation de l'autre côté de la Méditerranée en disant « Dis donc, les gars, avant la colonisation, il n'y avait pas d'Algérie, c'est un mythe. » En fait, qui es-tu pour venir désigner les mythes fondateurs des autres comme des fictions ou des mensonges ? Vraiment, tu n'es pas du tout dans ton droit. Et je pense que, en plus, mon âme de romancière ne fait qu'un tour sur ce truc de « on ne peut pas montrer la fiction dans l'œil de son voisin ». Quand on n'a pas vu la poutre de fiction qui est dans le sien, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut une cohérence dans le système de jugement. La nostalgie, c'est une histoire, beaucoup française, qui perdure et prospère. Oui, mais encore une fois, si on parle juste de la douleur d'un pays laissé, très bien. Mais le problème, c'est plus de se dire on avait un droit à ce pays. On l'a perdu pour des mauvaises raisons, on l'a perdu contre des traîtres, des sauvages, des bandits de grand chemin, et il aurait été possible de ne pas perdre l'Algérie. C'est ça, moi, mon problème, en fait, c'est cette question-là. C'est Sylvie Thénault qui ouvre un de ses ouvrages, justement, en rappelant ça, que, en tant qu'historienne de la guerre d'Algérie, à chaque fois qu'elle fait des rencontres publiques, c'est une question qui revient. Est-ce qu'on aurait pu garder l'Algérie française si De Gaulle avait fait autrement, si s'était pas passé ceci, s'il n'y avait pas eu... Et c'est quand même assez fou parce qu'en fait, en disant ça, on dit est-ce qu'on aurait pu priver un État de son indépendance ? Est-ce qu'on aurait pu continuer à vivre dans un système à deux vitesses où les populations indigènes étaient traitées comme de la main-d'œuvre et une forme inférieure d'humanité ? Est-ce qu'on aurait pu continuer à trouver qu'un territoire qu'on pille fait vraiment un joli décor et que la plage, les week-ends, c'est super pour les enfants et la corniche, c'est hyper beau ? Et ça, c'est pas possible pour moi de poser ces questions-là sans voir sur quoi elles s'appuient en termes de violence.
est-ce que justement cette nostalgie, ce récit-là, on parle beaucoup de ce que dit Macron à d'autres gouvernants, mais est-ce que, encore dans ce contexte-là, politique, de présidentiel, mais plus largement, est-ce que c'est ça aussi qui nous empêche de voir notre société telle qu'elle est, de la voir frontalement, de la voir réellement, de la voir dans sa diversité, son effervescence, y compris dans les tentatives de dialogue dont vous parliez au début de l'entretien? C'est probablement une composante. Ça ferait pas tout. Je pense que la nostalgie en tant que sentiment individuel ou sentiment de groupe pas institutionnalisé, c'est quelque chose qui s'ajoute et dont va pouvoir jouer justement un État ou des institutions qui, elles, ont des intérêts qui sont différents, qui sont des intérêts financiers, qui sont des intérêts militaires, qui sont des maintiens de formes de coopération, qui sont en fait un autre nom de l'exploitation. Et ça peut, en fait, ces intérêts, ils peuvent continuer à être défendus. Parce que si on regroupe ça avec la nostalgie, si on dit, vous voyez, en fait, finalement, ces liens que nous avons, ils se sont jamais dissous. Personne n'a envie que la France et l'Algérie s'éloignent tout à fait. Et puis finalement, voilà, tout ceci est une histoire de coopération. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas des colons. Vous étiez des habitants de cette terre, vous avez aimé cette terre. Et de la même manière, nous ne continuons pas des formes d'exploitation, nous coopérons avec ces États nouveaux. Et c'est un récit qui arrange bien tout le monde. Les individus, parce que ça leur permet de ne pas éprouver de culpabilité individuelle ou collective, et les États, parce que ça leur permet de continuer à pousser leurs intérêts. Et dans cette douce valse qui se joue entre les uns et les institutions, je vois mal comment on pourrait regarder en face la violence d'une histoire coloniale. Mediapart.